Bonsoir, les titres du journal jour J-10 de l'élection présidentielle. Les observateurs nationaux sont en formation en supervision électorale, une activité menée par le consortium pour l'observation domestique des élections. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives entame les travaux liés à l'élaboration de son rapport 2013, une étape indispensable pour le maintien de la conformité aux normes de l'ITIE internationale. Enfin, nous irons aux États-Unis pour parler de la rencontre des leaders politiques et religieux autour de l'installation d'un monde meilleur sans violence. Le Guinéen et l'érudit Cheikh Souleymane figurent parmi les invités. Mesdames et messieurs, le peuple de Guinée célèbre demain, vendredi, l'an 57 de son indépendance. Pour l'occasion, le président de la République vient de s'adresser à la nation. Le professeur Alpha Condé est revenu sur les grands enjeux de développement, l'unité nationale, avant d'inviter les Guinéens au calme le 11 octobre prochain. Je vous invite à suivre un extrait du discours. Nous avons établi des grands équilibres macroéconomiques. Nous devons aussi préserver des enjeux économiques et sociaux. La Guinée doit approfondir les champs des réformes économiques déjà illustrées par l'instauration de l'unité de la Caisse des finances publiques, la suppression de l'impôt de capitation, la disparition des marchés de complaisance, ainsi que l'assainissement de l'environnement des affaires à travers la création de l'Agence pour la promotion de l'investissement privé APIP et de son guichet unique. Ces réformes ont été accompagnées de l'adoption d'un nouveau code des marchés publics, l'assainissement du fichier de la fonction publique. Aujourd'hui est également pris en perspective la réduction de l'inégalité entre les villes et les campagnes, comme en témoignent mes récentes tournées entreprises à l'intérieur du pays, pour dresser un état des lieux, évaluer les besoins des populations, aussi bien en matière d'infrastructures routières et sociales que de la réhabilitation des bâtiments de souveraineté et autres édifices. Je continue à maintenir le dialogue social qui permet à la classe politique guinéenne de rechercher des points de convergence et de s'entendre sur l'essentiel, c'est-à-dire le développement du pays. La réalisation des infrastructures, l'appui au monde agricole, l'amélioration de la fourniture d'électricité, comme nous venons de le faire avec l'inauguration du barrage de Kalita, et nous nous apprêtons à lancer les travaux du barrage de Swapiti, à multiplier des points d'adduction d'eau, ainsi qu'à renforcer le système sanitaire et éducatif du pays. Je demeure convaincu qu'au-delà de la compétition politique, qui est le fondement de l'exercice de la vie démocratique, le principal objectif est de construire la Guinée de demain et d'assurer son développement. C'est pourquoi il me semble important de renforcer la cohésion et l'unité nationale. Chers compatriotes, le 11 octobre prochain, vous irez aux urnes pour choisir le président de la République. J'appelle les populations à accomplir leur devoir civique dans le plus grand calme. La notion de prospérité que nous nous attelons à édifier commande à tout instant de considérer la stabilité de notre pays, la cohésion et l'engagement de notre société en vue de construire un développement global et inclusif, porteur de bien-être pour les populations des villes et des campagnes. Bonne fête à tous. C'était là donc un extrait de l'adresse du chef de l'État à la nation à l'occasion du 57e anniversaire de notre indépendance. À présent, c'est décret du président de la République, décret D 2015-149 PRG-SGG, fixant la date d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le président de la République, vu la Constitution en son article 68, décrète, article 1er, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvrira le lundi 5 octobre 2015 en application des dispositions de l'article 68 de la Constitution. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date d'ouverture de la session sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 1er octobre 2015, professeur Alpha Condé. Décret D 2015-190 PRG-SGG fixant la date d'ouverture de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social. Le président de la République, vu la Constitution en ses articles 123 et 124, décrète, article 1er, la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social est convoquée le mardi 6 octobre 2015, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi organique numéro L 91 004
date du 23 décembre 1991. Article 2, le présent décret qui prend effet pour compter de la date d'ouverture de la session sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 1er octobre 2015, professeur Alpha Condé. Et cet important communiqué du ministère de la Justice, le président du cadre du dialogue politique interguinéen informe la population guinéenne et la communauté internationale qu'en application de l'accord politique du 20 août 2015, les partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition ont transmis au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation la liste définitive de leurs représentants au sein des 128 délégations spéciales retenues dans l'accord. En conséquence, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a pris un arrêté ce jour repartissant les exécutifs des différentes communes urbaines et rurales au visa de l'accord politique ci indiqué. Fait à Conakry, 1er octobre 2015, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, président du cadre du dialogue politique interguinéen, PO, le chef de cabinet. Jour J-10 de l'élection présidentielle, des observateurs nationaux renforcent leur capacité en supervision électorale. L'opération est menée par le Consortium pour l'observation domestique des élections. Elle est destinée à une cinquantaine d'observateurs composés de superviseurs préfectoraux, communaux et régionaux du Code. Ahmad Touré, explication. Du consortium pour l'observation domestique des élections seront déployés sur l'ensemble du territoire le jour du vote selon les responsables du Code. Mais avant, une cinquantaine de superviseurs préfectoraux et régionaux sont à l'école de la bonne observation électorale. L'initiative vise à former des observateurs responsables et neutres. C'est l'étape fondamentale de l'observation électorale parce que les capacités des observateurs doivent être renforcées pour les permettre de reconnaître les anomalies, les régularités et dysfonctionnements et de pouvoir les rapporter en toute impartialité. Avec l'appui technique du NDI et le financement de l'USAID, le Code, à travers ses démembrements, s'engage pour une meilleure collecte afin de crédibiliser l'élection présidentielle du 11 octobre. Nous souhaitons que chacun joue sa partition, que les agents électoraux qui sont formés par la CENI jouent leur partition, c'est-à-dire qu'ils administrent les bureaux de vote selon les procédures qu'ils ont eues pendant leur formation, que les délégués des candidats fassent exactement ce que nous leur avons enseigné pendant leur formation et que les observateurs aussi fassent une évaluation qui soit la plus objective possible. En amont, ce que nous comptons faire d'abord, c'est de faire la prise de contact avec les autorités et les différents acteurs et parties prenantes et ensuite procéder à la formation des observateurs et de leur déploiement avant les élections. Selon la société civile guinéenne, un village électoral sera créé le jour du vote au Palais du Peuple. Il comportera plus de 10 000 observateurs nationaux. Au même moment, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix procède à l'éducation citoyenne des jeunes et des femmes à la paix et à la non-violence en milieu scolaire. L'activité intervient à quelques jours de la rentrée scolaire et également de la tenue de l'élection présidentielle. Mohamed Seyar Souma, Yaya Souma. Nous voulons la paix, sans la paix pas de développement, quelques slogans des femmes de la commune de Ratoma, au lancement des aptitudes à l'engagement citoyen des jeunes et des femmes, à la paix et à la non-violence en milieu scolaire. La région de Conakry est plus que jamais visée par ce projet de WANEP Guinée, cela à cause de sa spécificité démographique et politique. Ce projet concerne vraiment la formation des élèves et puis des enseignants sur la pratique de la gestion des conflits. Vous savez qu'en Guinée, il n'y a pas une notion des cours à proprement parler sur la culture de la paix dans les curricula universitaires. Donc du coup, l'éducation à la paix reste bloquée dans les milieux scolaires. La présidentielle du 11 octobre coïncide avec la rentrée scolaire cette année. La situation interpelle des ONG partenaires de la Guinée en quête de quiétude sociale. Nous, en Angleterre, en Grande-Bretagne, nous avons une histoire de la démocratie et nous soutenons vraiment la politique sans violence. Nous voudrions assister à une élection présidentielle ici en Guinée dans un cadre apaisé. La paix étant l'affaire de tous, le WANEP et la Grande-Bretagne unissent leurs énergies pour davantage préparer les jeunes et les femmes
à la culture de la paix. Même action à la coalition des filles et femmes de Guinée qui poursuit la session de formation des observateurs pour la présidentielle du 11 octobre. Les participants ont eu à plancher sur les thèmes liés à la violence et à la destruction de biens publics pendant le processus électoral en vue d'une meilleure prise en charge de conflits. Safiet Kondé, compte rendu. Intimidation, agression physique, affrontement de groupes de personnes, destruction de propriétés sont entre autres faits observés lors des élections en Guinée. La case de veille, à travers son mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide, essaye de pallier à toutes ces anomalies. C'est pourquoi, depuis des semaines, des groupes d'observateurs suivent des séries de formations pour mieux saisir leur rôle de témoin. L'élection le plus souvent parle de tension, parce que les gens sont en concurrence. Mais ce qu'à cela ne tienne, si nous sommes en train de former les observateurs, c'est pour que ces observateurs sur le terrain puissent évoluer dans les règles de l'art. D'abord, leur faire comprendre qu'un observateur n'est pas un médiateur, que le rôle de l'observateur est avant tout de témoigner. Témoigner pour que nous puissions avoir des élections crédibles. Et quand ils sont bien formés à cela, je pense que sur le terrain, ils ne vont pas créer de problèmes, mais contribuer à ce que les problèmes et les tensions soient apaisés. Et connaître la violence électorale, cela suppose qu'il faut pouvoir analyser ces violences électorales. Qui, comment, quoi, pourquoi ça s'est produit. Mais si les gens sont bien sensibilisés à cela, bien formés à cela, je pense qu'on peut gagner le pari. Ces participants ont pour but d'observer, de noter et suggérer afin de remonter les informations constatées à la chambre technique qui a le rôle de médiation. Dans le cadre de la qualification du personnel judiciaire et du programme de recrutement des jeunes initié par le gouvernement, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, informe le public que les différents concours directs de recrutement que son département organise auront effectivement lieu aux dates ci-après. Un concours de recrutement des auditeurs de justice les 17 et 18 octobre 2015, deux concours de recrutement des élèves greffiers les 24 et 25 octobre 2015. Les épreuves écrites ou d'admissibilité portent sur les matières suivantes. En droit civil, procédure pénale, culture générale pour les auditeurs de justice, durée 4 heures. Droit civil et procédure civile, droit pénal et procédure pénale, culture générale pour les élèves greffiers, durée 3 heures. Les concours se dérouleront à Conakry, centre unique, au lycée 2 octobre dans la commune de Kaloum à partir de 8 heures précises aux dates ci-indiquées. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est compté sur le sérieux de tous pour le bon déroulement des différentes évaluations. Le ministre d'État, Maître Cheikh Sako. À la connaissance de l'institution médiateur de la République, ce matin, le général Fassine Touré était au ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Objectif, expliquer aux travailleurs de cette administration les attributions de l'institution médiateur de la République. Makale Souma, reportage. C'est une sorte de porte-à-porte que vient d'entamer le médiateur de la République au sein de l'administration guinéenne, afin de présenter le médiateur de la République. Cet outil que la République a mis à la disposition de tous les citoyens, mais qui leur est méconnu. Il y a quelques semaines déjà que j'ai commencé à faire le tour des départements, parce que les travailleurs, les administrés qui sont mes partenaires de terrain, il faudrait bien qu'ils comprennent ce que c'est que le médiateur de la République, ce que la République a mis à leur disposition pour mieux défendre leurs intérêts. Donc je passe département par département pour donner des explications. Ici, au ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, l'institution qui est le médiateur de la République a été présentée aux travailleurs. Sa vocation, ses modes de saisine et ses limites. Un échange entre cadres plutôt fructueux. Cela nous a donné beaucoup de connaissances. Le médiateur n'est pas tellement connu par les différentes structures. Donc ces différentes rencontres vont nous permettre de s'approprier du contenu et du contour de ce que c'est que le médiateur. Donc on est sorti de la rencontre très ragaillardi. De la présentation, il a été retenu que le médiateur de la République n'est pas un tribunal, mais une autorité constitutionnelle indépendante qui reçoit les réclamations qui lui sont portées pour les régler à l'amiable. Bref, c'est un recours pour les administrés et un conseil pour l'administration.
Et puis cette triste nouvelle, M. Cheikh Chérif, ancien journaliste et ambassadeur, est décédé ce matin dans un hôpital à Paris. Le défunt était le mari de Hadiana Ntenen Konaté, coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel et députée à l'Assemblée nationale. Face donc à cette triste nouvelle, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu dans la famille mortuaire pour présenter les condoléances du peuple de Guinée. Compte rendu signé Nabi Zakaria Bangoura. Chef de l'État, le professeur Alpha Condé, président de la République, s'est rendu cet après-midi au domicile de Hadiana Ntenen Konaté, coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel et députée à l'Assemblée nationale, pour présenter les condoléances suite au décès du Cheikh Chérif, mari de Hadiana Ntenen Konaté. Journaliste chevronné, directeur du bureau de presse de la présidence de la République et de la radio nationale, Cheikh Chérif fut successivement dans les années 1970 ambassadeur de la République de Guinée en Union des Républiques socialistes soviétiques URSS, en République démocratique d'Allemagne et au Japon, avant de trouver la terre d'asile en Suisse. Depuis plusieurs années, Cheikh Chérif vit à Paris. Il a rendu l'âme ce matin dans un hôpital de Cergy-Pontoise des suites d'une longue maladie, laissant derrière lui une veuve et une fille. Au nom du peuple de Guinée et du gouvernement, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, accompagné de proches collaborateurs, a présenté les condoléances. Une délégation conduite par l'épouse du défunt quittera Conakry ce soir pour préparer le rapatriement de la dépouille mortelle. L'arrivée du corps et l'enterrement feront l'objet d'un autre communiqué. Que l'âme de Cheikh Chérif repose en paix. Amen. Voyons à présent ce projet vieux de 10 ans. Il s'agit de la construction de la cité de l'éducation. Ce projet vient enfin de connaître une issue heureuse avec le démarrage des travaux de construction. Plus de 700 logements sociaux vont être réalisés sous le site de Keitaya dans la préfecture de Doubreka. Kerno Ousmane Diallo, compte rendu. Sur ce site de Keitaya dans la préfecture de Doubreka vont être construits 768 logements. La moitié de ces logements va être occupée par les enseignants. C'est la cité de l'éducation. Dans quelques mois, les bâtiments vont commencer à sortir de terre. Cela fait plus de 12 ans que Sekou Sissoko de l'Association pour le développement de l'habitat social et les responsables syndicaux du système éducatif œuvrent pour la matérialisation de cet ambitieux projet qui va contribuer à améliorer les conditions de vie de nombreux fonctionnaires. Nous avons la phase d'exécution qui va être réalisée par une entreprise qui est déjà prête, qui va même faire un préfinancement sur les travaux de moins 30%. Ça, c'est à voir que si ça marche bien, ils vont aller jusqu'à la fin des travaux. Donc ils sont décidés à le faire parce que vu l'engouement que ça apporte ce projet, vu la nécessité sociale que ça a apporté, donc les gens sont d'accord de nous aider à faire. Et ensuite, il faut arriver avec les banques à préparer un dossier avec les ayants droit qui sont les enseignants d'abord, mais il y a aussi une partie qui va être cédée à la fonction publique et l'autre partie qui va être privée. Donc c'est le mixage là qui va faire ce projet. Une fois achevés, les occupants devront racheter leurs appartements sur une période de 15 ans en acceptant qu'une partie de leur salaire soit versée aux promoteurs tout au long de cette période. Une administration va être installée pour s'occuper de l'entretien des 16 immeubles de 6 étages qui vont être construits sur ce lieu. Nous avons un planning sur 31 mois. Mais ça ne veut pas dire que c'est 31 mois que les gens vont commencer à rentrer. Nous livrons par immeuble. Et cela, nous avons une phase intermédiaire qui serait la phase de mise en place des coopératives d'habitat. Donc pour que nous puissions recenser, nous fassions la grille des sélections qui va être à partir des coopératives d'habitat parce que c'est les groupements coopératifs qui vont accéder à ces maisons. Le coût du projet est chiffré à plus de 300 milliards de francs guinéens. Une entreprise portugaise va assurer la construction des travaux. Autre fait d'actualité, le comité de pilotage de l'ITIE Guinée est en pleine activité pour l'élaboration et la publication de son rapport au compte de l'exercice 2013. La production de ce rapport est un impératif pour le maintien de la conformité du pays aux normes de l'ITIE international. Mohamed Alpha Baldé, Alia Kamara.
Pour maintenir sa conformité, la Guinée doit publier son rapport ITIE avant janvier prochain. Le comité de pilotage des l'ITIE Guinée s'active. Un expert du cabinet Fairlinks est recruté pour accompagner l'ITIE Guinée dans l'élaboration de son rapport 2013. Vous savez, pour apprécier un rapport sur le plan international, un cabinet indépendant international, la signature est très importante dans la lecture et dans l'appréciation du rapport. C'est pour cela qu'on fait appel toujours à un cabinet de renommée internationale pour vraiment statuer sur les états, les comptes des entreprises et de l'État. Ces représentants de l'administration, des sociétés minières et points focaux des l'ITIE sont ici initiés aux techniques des formulaires pour le prochain rapport. Même si le temps presse, tous restent optimistes quant à l'élaboration du rapport dans les délais. C'est vrai, ce délai est apparemment très court, mais je pense que comme ça fait allusion aux choses qu'on appelle aux actions de 2013, je pense que nous allons pouvoir respecter ce délai. Parce qu'en grande majorité, nous avons l'habitude de collaborer avec les choses qu'on appelle les organismes de l'État et nous avons pratiquement la grande majorité des informations. Il va falloir juste, je pense que le délai de 2 semaines est tenable. La Guinée dispose de plusieurs ressources minières. L'ITIE œuvre pour la transparence dans leur gestion, ce pour que les revenus issus de l'exploitation minière profitent pleinement aux populations. Le chef d'état-major général des armées au chevet des malades relevant de sa juridiction, un geste symbolique pour le général Namouri Traoré qui apporte son soutien à ces hommes en uniforme alité afin de renforcer la solidarité entre les compagnons d'armes. Commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. Cette tournée du chef d'état-major général des armées dans les structures sanitaires de la capitale a pour objectif s'enquérir de l'état de santé des militaires malades. Une manière de rassurer les militaires hospitalisés qu'ils ne sont pas abandonnés par le commandement. Le fait que mon chef d'état-major est venu me voir sur mon état de santé, mon lit de malade, c'est pas tout le monde qui le fait. Si il a eu cet esprit de corps, surtout de chef bienveillant surtout pour sa troupe, là je m'en réjouis. Je suis très ravi de voir le chef d'état-major des forces armées de venir me rendre visite. Vraiment ça m'a réconforté le moral et on prie Dieu que Dieu nous donne longue vie et la santé et beaucoup de succès dans son commandement. Le général de corps d'armée Namouri Traoré s'est dit très soulagé de l'effort fourni par la Direction générale du service de santé des armées dans la gestion efficiente des malades. Aujourd'hui, le bilan est positif. Grâce à l'appui de la Direction générale du service de santé des armées, l'effectif a diminué considérablement par rapport à la dernière visite. Donc on est parti à l'hôpital chino-guinéen, il n'y a aucun malade. À Donka, il n'y a aucun malade. À Niasdine, il n'y a aucun malade. Les malades sont actuellement au niveau de Kansemori et au niveau de la clinique Ambroise. Donc en faisant un point de situation, l'effectif est très minime par rapport aux visites passées. Donc c'est un sentiment de satisfaction. À travers cette action de portée humanitaire, le commandement renforce la cohésion et l'élan de solidarité entre les frères d'armes. Pronte guérison à ces malades. Parlons maintenant de la lutte contre Ebola. À Kindia, les collectivités échangent leurs expériences sous la gestion de l'épidémie. La rencontre de 2 jours est appuyée par le REFMAP et renforcée par une autre journée de plaidoyer en faveur des enfants. C'est une action tripartite entre l'UNICEF, Child Fund et la Fédération Mounafani de Kindia. Habib Kiam Abdul Razak Souma. Regroupés au sein des 10 collectivités de Kindia, une 60aine de délégués prennent part à ces travaux. Ils visent le renforcement de la confiance communautaire dans la riposte à Ebola. Nous sommes à l'organisation d'un atelier de formation, de restitution, des ateliers régionaux que le REFMAP avait organisés, qui concernaient les organisations de jeunesse, les tradithérapeutes, les organisations de femmes professionnelles, les organisations privées et d'autres organisations et acteurs impliqués dans la prévention contre la maladie à virus d'Ebola.
Au nombre des invités, Fasciné Bangoura, un miraculé d'Ebola. Mais je tiens toujours à participer à des ateliers de formation pour avoir des expériences toujours. Donc, après cet atelier de formation, vraiment, mon attente c'est quoi? Et pour que les participants puissent, n'est-ce pas, respecter les règles édictées. Au même moment, la Fédération Mounamfani de Kindia et l'UNICEF plaident à Frigiagbe pour la protection et la non-stigmatisation des enfants orphelins d'Ebola. À travers une compétition sportive doublée d'un carnaval, les tout-petits réclament plus de protection et une plus grande attention vis-à-vis de leurs droits. Respectons le droit des enfants, car c'est votre devoir. Nous sommes l'avenir de demain. Luttons contre la stigmatisation des enfants orphelins, car ils n'ont pas choisi d'être orphelins d'Ebola. Cette journée intervient à la faveur des 15 ans consacrés aux OMD sur la protection des enfants. Au total, toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Religion et paix à l'étranger. La première dame de l'île Grenade aux États-Unis organise une réunion des leaders politiques et religieux. Ces personnalités venues du monde entier sont appelées à réfléchir sur l'instauration d'un monde meilleur sans violence. Parmi les invités figure l'érudit Cheikh Suleiman Sidibi. Plus d'informations avec Fatmata Samoura depuis New York. Quel futur pour nous-mêmes et pour les générations nouvelles? La question était au centre du dîner offert par la première dame de l'île de Grenade. Des hommes et femmes leaders venus des 4 coins du monde ont tenté de répondre à cette épineuse question du moment. Pour Mme Ban Ki-moon, l'instauration d'un monde meilleur passe nécessairement par le respect des droits individuels et collectifs. S'il est vrai que nous voulons un monde meilleur pour nous-mêmes et pour nos enfants, nous devons tous promouvoir l'apaisement par nos manières d'agir. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale doit être l'affaire de tous. Autre personnalité a apporté sa pierre à l'édification d'un futur prospère, l'érudit guinéen Cheikh Suleiman Sidibi. Lorsque chaque individu exercera sa religion sans crainte et quand l'égalité de chance entre hommes et femmes sera effective, nous pourrions espérer à ce monde tant souhaité, a déclaré cet ambassadeur de l'UNESCO pour la paix. Jansoumana Solo a aussi plaidé en faveur de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Nos comportements et nos ambitions ont plongé le monde dans un chaos. Il est temps pour nous de nous ressaisir et de réparer nos erreurs. C'est pourquoi les croyants, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, doivent se repentir en implorant Dieu pour qu'il nous pardonne et nous remette sur la voie du salut. Pendant que l'Organisation des Nations Unies célèbre son 70e anniversaire, nombreuses sont les personnes anonymes ou connues à s'interroger sur l'avenir de la planète. Une planète en proie au conflit et à la dégradation. Un mot de sport dans ce journal. Le président de la Confédération africaine de football CAF est en séjour à Conakry. Issa Yatou est venu rencontrer son vice-président Almami Kabele Kamara, mais aussi s'enquérir de l'évolution du football guinéen. Kadia Traoré, compte rendu. En visite d'amitié à Conakry, le président Ayatou a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre de la Communication représentant le gouvernement, mais également par la famille du football guinéen. Le président de l'instance dirigeante du football africain s'est dit marqué par l'accueil qui lui a été réservé, même s'il voulait passer inaperçu. À l'époque, j'étais dans l'engrenage du programme et de la FIFA et de la campagne du CIO, je n'ai pas pu assister au début. Aujourd'hui, il y a aussi des personnes qui sont appelées à sa famille, à la famille voilà l'objet de ma visite. Un sentiment très très grande fierté, mais aussi de réconfort de voir le premier magistrat du football africain et qui est de sous-pouvoir de vice-président senior, le premier vice-président de la Fédération internationale de football qui vient dans notre pays parce que tout simplement un des cadres de son organisation a eu une douleur, une peine dans sa famille.
c'est une fierté pour moi d'être là pendant que le digne fils du monde du football africain est là. Je me rappelle encore quand il était ministre, j'étais jeune. Il a marqué le football en tant que ministre. Et aujourd'hui, en tant que dirigeant du football, il a réussi à promouvoir le football africain. Donc c'est une fierté de le recevoir ici. Issa Hayatou séjournera en Guinée pendant 5 jours. Durant sa visite, il multipliera des rencontres afin d'être au même niveau d'information sur l'état de santé de notre football. Enfin, ce public reportage, PMU Guinée vient de battre un record avec la cagnotte de 593 millions de francs guinéens raflés par un seul parieur. L'obtention de cette somme est un record dans l'histoire de la loterie en Guinée. La remise de la cagnotte aux bénéficiaires s'est déroulée à la Lonagui. Marie-Angélique Bangoura arrive dans les locaux de la Lonagui. La visite n'est pas fortuite, il a misé sur le gros lot. Il vient recevoir ses 593 millions de francs guinéens, une somme qui bat le record chez PMU Guinée. Ce 29 septembre, il reçoit la cagnotte des mains des responsables de la loterie en Guinée. J'ai misé 287 000. J'ai joué un long de 27 000 et 6 chars réduits de 27 000 aussi. J'étais précipité le matin, je partais dans un chantier. J'étais avec les gens, donc je l'ai appelé. Je dis, ah, Mariam, vraiment, j'ai un ticket. Je dis, j'ai des tickets, je vais prendre, je n'ai pas le temps. Elle dit, ah, si tu peux balancer ça dans le téléphone. Je dis, c'est trop risqué. Souvent, quand je fais des trucs comme ça, je dis, c'est des problèmes. Je dis, je vais revenir moi-même, je vais prendre le ticket moi-même. Après, je me suis rendu. Elle m'a privilégié de prendre le ticket. Je suis venu, j'ai pris tous mes tickets, je l'ai filé 300 000, après j'ai fait d'eau. Aujourd'hui, ça fait presque peu de temps que je joue. Je gagne, mais c'est aujourd'hui que je gagne le plus grand lot. Et je remercie tout le monde. Et j'encourage tous les parieurs de 6 mètres. Le PMI, ce n'est pas vraiment de la faucheté. C'est vraiment quelque chose qui peut changer la vie de quelqu'un. Avec cette cagnotte, la loterie en Guinée met en marche une concurrence sans précédent. Elle permet aux clients d'en tirer profit. Enfin, la cagnotte qui s'est constituée depuis le mois de juillet, exactement le 12, c'est enfin tombé. C'est parti de 18 millions et aujourd'hui nous avons fini à plus de 471 millions de francs guinéens. Ça a permis aujourd'hui à un parieur, nous venons de Ratoma, d'empocher une magnifique somme de plus de 593 millions de nos francs guinéens. Depuis que le PMU a été informatisé, nous avions entendu beaucoup de choses. Mais depuis l'informatisation, 2 records sont tombés. Aujourd'hui, il s'agit d'un record qui est tombé et nous espérons que d'autres records viendront encore faire tomber ce record. Le PMU a contribué, contribue et contribuera au développement des activités socio-culturelles dans notre pays. PMU Guinée continue de satisfaire sa clientèle. Comme cette parfaite illustration, il rend service sur la base de la transparence. Félicitations donc à ce grand parieur. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre fidélité et à bientôt.